BFM Business, BFM Crypto, le club. Votre dose de crypto quotidienne chaque après-midi aux alentours de 16h30. Valentin Demey, journaliste pour Cryptost, nous rejoint. Bonjour Valentin. Bonjour Guillaume. Bienvenue Alexandre Stachenko à nos côtés aussi aujourd'hui. Bonjour Alexandre. Bonjour Guillaume. Désormais une fois par mois à nos côtés dans ce rendez-vous, directeur blockchain et crypto, le KPMG France. Ethereum serait-il le cheval de Troie des États-Unis? Valentin, ce monde de la blockchain supposé libéré rendrait-il certains usagers plus dépendants de la loi américaine? Pour la SEC, le gendarme des marchés américains, les transactions sur Ethereum ont en tout cas ces transactions lieu aux États-Unis. En majorité aux États-Unis, effectivement, c'est le propos un petit peu bizarre qu'a tenu la SEC en début de semaine concernant le réseau Ethereum. Alors, il faut placer un petit peu les choses dans le contexte pour comprendre cette prise de position. Effectivement, il y a quelques jours, lundi, la SEC a déposé une plainte au tribunal de Austin au Texas contre un influenceur crypto qui aurait fait la promotion d'une ICO, ces fameuses Initial Coin Offering qui permet de lancer des nouvelles crypto-monnaies en 2018, qui aurait a priori pas très bien tourné. C'est le motif de cette plainte donc de la SEC au tribunal du Texas. Et l'excuse, ou en tout cas le prétexte qu'ils ont pour déposer cette plainte, c'est que 46% des nœuds d'Ethereum seraient aux États-Unis, donc ils sont compétents puisque c'est la majorité, alors pas absolue, mais la majorité des nœuds qui tournent aujourd'hui seraient aux États-Unis. C'est ce qu'a dit donc la SEC, je cite, les investisseurs américains se sont irrévocablement engagés dans la transaction et ce depuis les États-Unis puisqu'ils ont envoyé leur contribution en ETH à des pools qui sont validés par un réseau qui est concentré plus densément aux États-Unis que dans tout autre pays du monde. C'est un petit peu bizarre de prendre cette position, sachant que les nœuds Ethereum, c'est lié au Proof of Stake. Le Proof of Stake, c'est un passage très récent, la semaine dernière du réseau Ethereum. Donc à l'époque, en 2018, c'était pas du tout la même chose. Et de dire que 46% du réseau est concentré aux États-Unis, c'est très compliqué là aussi, puisque en fait, ce sont des clients qui sont abonnés à Amazon AWS ou aux services de Google qui sont majoritairement effectivement ces serveurs aux États-Unis pour déposer leurs données, mais les nœuds validateurs en eux-mêmes ne sont pas forcément eux aux États-Unis. Donc déjà le 46% est complexe en connaissant cette information et en plus c'est difficile de pouvoir rapprocher les deux pour estimer que la juridiction, même si on sait les États-Unis qui sont très forts pour se positionner sur tous ces sujets-là, pour prendre position et déposer une plainte à ce nom-là. En tout cas, voilà, effectivement, ça pourrait être le grand feuilleton. Ça fait un moment qu'on nous dit maintenant peut-être même que Ethereum pourrait devenir également une problématique parce que maintenant qu'il est en proof of stake et qu'il y a un rendement qui est connu à l'avance, eh bien ça pourrait devoir, je ne sais plus les termes qui ont été utilisés, Alexandre, si tu les as encore, par la SEC pour dire que c'est une commodity ou ce genre de choses. Donc voilà, tout ce passage-là, ça fait beaucoup de bruit, du bruit mauvais, mais effectivement c'est les dernières semaines qui nous prouve que ça continue ensemble. Les États-Unis, bad cop d'une part, good cop d'autre part, oui. Le chaud, le froid, exact. Parce que pendant ce temps, le Nasdaq, on est quand même dans l'institutionnel lourd avec le Nasdaq s'apprête à, lui, lancer un fonds de gestion en crypto-monnaie. Mais c'est très amusant et on en parlait effectivement hier de cette information. On parlait également de ce chaud-froid. On a vraiment les États-Unis qui drivent cette institutionnalisation de la crypto et qui commencent vraiment à vouloir balayer tout ce qui peut-être de leurs yeux, ou en tout cas pour les institutions qui souhaitent s'y projeter dans la crypto-monnaie, n'est pas assez propre. Et effectivement, la grande incarnation de ça, c'est le Nasdaq, qui est la deuxième plus grosse bourse du monde aux États-Unis, qui a annoncé hier lancer une branche dans la crypto-monnaie et carrément même faire de la conservation de crypto, Bitcoin, Ether. Donc c'est assez important. Et on en parlait hier, ça venait tout juste de sortir. Maintenant, on a davantage de communication à ce sujet. Et il y a une phrase que j'ai relevée qui est assez intéressante de la PDG du Nasdaq qui dit « La technologie qui est sous-jacente à l'écosystème des actifs numériques a le potentiel de transformer les marchés sur le long terme. Pour saisir cette opportunité, nous nous concentrons sur la fourniture de solutions au niveau instit pour soutenir cette évolution. » Donc ils y croient vraiment. Ils étaient déjà positionnés sur des services de tracking, sur des ETF, mais là, ils vont faire de la conservation de Bitcoin et d'Ether, et c'est à souligner. Alexandre, sur le point de... vive la bourse, alors le Nasdaq qui croît dans les cryptos, ça va réjouir l'ensemble de la communauté. Sur le point de juste avant, je voulais rajouter, parce qu'il disait à juste titre, Valentin, que le feuilleton est loin d'être fini, parce qu'on a vu, je crois que c'était ce matin ou peut-être hier, que justement cet influenceur crypto, il a refusé le deal proposé par le tribunal, et qu'il a dit non, en fait, l'argument est tellement bancal que en fait, j'ai envie d'aller en justice
justice pour que la justice tranche et qu'on ait une décision de justice qui puisse dire non, cet argument est bancal, les transactions en Ethereum ne sont pas localisées aux États-Unis. Donc après les procès ça dure toujours le temps que ça dure, mais on n'a pas fini d'entendre parler de ce feuilleton et cet influenceur crypto qui a fait une ICO un peu bancale va peut-être devenir celui qui crée une jurisprudence favorable aux cryptos. Ça vous donne envie d'être son avocat ? Pas vraiment, non. Vous, l'avocat des cryptos, Alexandre. L'avocat des cryptos, carrément. On va vous retrouver une fois par mois, en effet, pour que vous nous présentiez votre vision, en effet, des cryptos. Je dis l'avocat des cryptos parce qu'elles sont souvent critiquées, oui. Et vous montez souvent en pointe pour les défendre. Parole à la défense, donc, dans ce rendez-vous du Club BFM Crypto. Vous allez nous montrer en quoi Bitcoin apporte une solution, une terre promise à ceux qui craignent de voir leur propre argent contrôlé, surveillé, censuré. Pour vous, c'est l'un des fondements de l'utilité des cryptos, leur incensurabilité, Alexandre. Ah oui, parce que pour la première de l'année, je pouvais commencer que par ça. En fait, l'incensurabilité, c'est au fondement des cryptos et c'est trop souvent oublié. Souvent, on va se focaliser sur la rapidité, l'exécution, etc. Revenons à l'essentiel, l'incensurabilité. Alors ce qui est formidable, c'est que justement l'actualité des derniers mois nous a offert de nombreux exemples de cas dans lesquels cette incensurabilité est utile. L'incensurabilité, c'est quoi ? Parce que c'est un mot qui techniquement n'existe pas en réalité en français, c'est la capacité à ne pas être censuré. Alors souvent, on utilise le mot censure plutôt pour référer à de l'information, on censure des médias par exemple, mais en réalité le terme existe aussi pour l'argent, pour la monnaie, et en particulier depuis que le numérique a fait irruption dans nos vies. Que vient faire le numérique là-dedans ? Internet, l'outil par excellence des cypherpunks et des libertariens en tout genre, vous nous dites qu'Internet est un outil de censure. Oui, alors le réel est loin d'être manichéen évidemment, donc Internet c'est un outil formidable de liberté, oui, mais c'est aussi un outil de censure. Donc prenons la monnaie en l'occurrence, parce que c'est de ça qu'on parle. Avant l'irruption du numérique, la monnaie, l'argent liquide, les pièces, les billets, quand c'est pas directement un lingot d'or, c'est physique, c'est un actif, on le possède. Une fois gagné, cet argent liquide, cette pièce, ce billet, peu importe, on le dépense librement. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que je n'ai pas d'autorisation à demander à qui que ce soit pour aller acheter un magazine ou dans un kiosque à journaux ou n'importe quoi à l'épicerie. On est incensurable. Donc le marchand, lui, il va recevoir de l'argent qui lui-même est incensurable, donc il pourra aller le redépenser dans l'économie plus tard. Et moi, je reçois mon bien ou mon service. Donc c'est vraiment ce qui fait le propre d'un actif, c'est que je possède, donc je décide. Ce qui s'est passé avec l'irruption d'Internet, c'est que peu de gens se sont rendus compte, mais c'est que tous ces actifs se sont transformés en passifs. Les actifs se sont transformés en passifs. Depuis que vous êtes arrivé chez KPMG, votre vocabulaire est devenu de plus en plus comptable. Actif, passif, quelle différence est-ce que vous faites entre les deux ? Alors le vocabulaire est certes comptable, oui, mais la comptabilité, c'est la réalité économique. Ça ne fait que transcrire cette réalité économique. Actif et passif, c'est à la base de l'économie depuis plusieurs siècles maintenant. Comptabilité en partie double, ça fait maintenant presque 15e siècle si je me souviens bien de mes cours, mais on pourra me corriger si c'est pas ça. Globalement, pour simplifier, l'actif c'est ce que je possède et le passif c'est d'où ça vient. Donc, ou ce que je dois, plus communément. Donc par exemple, on a un immeuble, bon très bien, si je l'ai acheté grâce à un crédit bancaire, l'actif c'est l'immeuble, le passif c'est le crédit, c'est la dette, je le dois à quelqu'un. Et c'est pour ça que j'utilise ces termes, parce que ce qui s'est passé, comme je le disais de manière insidieuse, avec le passage de la finance à l'ère numérique, c'est que des pièces, des billets, des lingots qu'on possède chez soi, on est passé à une bancarisation universelle. Je redonne quelques chiffres parce qu'on a souvent l'impression que la situation actuelle a toujours été comme ça, que c'est naturel. Au début des années 60, donc il y a une cinquantaine d'années, un peu plus, la plus grande banque française, le Crédit Lyonnais, c'est seulement 2 millions de comptes bancaires. Donc ça, c'est selon les archives de la banque, et pour un total d'à peu près 6 millions en France, selon un bulletin de la Banque de France en 95. Donc, ça, c'était en 1960. 1960, on a 6 millions de comptes bancaires pour 45 millions d'habitants. Donc la bancarisation, sachant qu'il y a des gens qui ont plusieurs comptes, etc., c'est une non-histoire à cette époque-là. C'est le jour et la nuit. C'est-à-dire qu'un demi-siècle plus tard, le taux de bancarisation en France, c'est 99%. Donc vraiment, en un demi-siècle, la France est devenue un pays bancarisé. D'accord, et quel est le problème ? Le problème, il est assez central, c'est qu'en bancarisant la population, donc il y a plein d'avantages, on en parlera après, mais on a aussi perdu certaines des vertus intrinsèques de l'argent liquide, et en particulier, revenons au point central, c'est l'incensurabilité. C'est-à-dire que quand l'argent est à la banque, ce n'est pas votre argent, c'est une dette.
Et si la banque décide que vous ne pouvez pas utiliser cet argent, vous ne pouvez pas utiliser cet argent, vous êtes à sa merci. D'accord, ça c'est très théorique quand même. Dans la pratique, ce genre de choses arrive très rarement. Oui, normalement, ce genre de choses n'arrive pas quand tout va bien et quand vous êtes propre sur vous et que vous sortez pas des clous. Tous ceux qui ont déjà essayé d'acheter des cryptos en France, d'ailleurs, même ces dernières années, sont familiers avec les lettres de refus, les emails des conseillers bancaires qui refusent tout simplement d'exécuter des virements, par exemple. Alors même que si, rappelons-le, quand même c'est important, la banque a un devoir de conseil envers ses clients, mais elle n'est pas censée s'interposer quand le client connaît les risques et souhaite faire un investissement. Donc elle n'est théoriquement pas en position de refuser à son client de dépenser son argent comme il l'entend, et c'est pourtant ce qu'elle a fait. De manière un peu plus systémique, si on sort de la France, il suffit de regarder le Liban, tout simplement. La situation au Liban, ça nous montre ce que ça veut dire concrètement. Au Liban, de l'argent que vous auriez déposé dans votre compte bancaire il y a quelques années, parfois les économies d'une vie, cet argent, il est inaccessible. Les banques refusent de le rendre, tout simplement. Donc on se retrouve à braquer son propre compte bancaire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'absurdité de la situation, alors que c'est son propre argent. Donc pourquoi ? Parce que dès lors que vous déposez l'argent à la banque, encore une fois, votre actif devient une dette, il comporte donc un risque de défaut et surtout, vous donnez les clés du coffre à la banque. C'est donc elle qui décide si vous avez le droit ou pas d'avoir accès à ça. Donc ce qui se passe au Liban, ça s'est passé aussi à Chypre en 2013, donc c'est l'Union européenne. Donc ça n'arrive pas tous les 4 matins, mais bon, c'est pas non plus... On peut vous rétorquer que la bancarisation a permis aussi de bénéficier de virements, de prélèvements, de paiements sans contact, d'amélioration d'efficacité énorme. Est-ce qu'il faut jeter tout ça à la poubelle sous prétexte qu'il serait, selon vous, risqué de mettre son argent à la banque ? Non, en fait, la question, c'est ces bénéfices et ces avantages, est-ce qu'ils sont dus à la bancarisation ou à la numérisation ? La réponse, c'est plutôt la numérisation. Mais le problème, c'est que jusqu'à 2009, on ne sait pas faire de l'argent numérique sans intermédiaire bancaire. Donc numérisation et bancarisation vont de pair. Et donc pour améliorer, il faut numériser. Et pour numériser, il faut bancariser. C'est cette relation-là. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas numériser la finance sans passer par des intermédiaires bancaires ? On a bien vu la numérisation des lettres sans recourir à la poste. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Internet, c'est une machine à copier. Je tiens souvent cet argumentaire, mais très rapidement, un mail qui est en réalité envoyé à quelqu'un, il n'est pas envoyé, il est copié. Alors qu'une lettre physique, j'ai dû m'en séparer pour l'envoyer. Donc mécaniquement, je ne l'ai plus sur moi. Donc pour l'information, c'est pas grave si je copie un mail, parce que l'information, à partir du moment où vous l'avez aussi, tout va bien. L'information, plus on la copie, plus elle a de la valeur. Mais dès que on parle d'argent, de monnaie, on comprend bien que le fonctionnement est complètement bancal, parce que si tout le monde pouvait copier ses euros, rapidement tout s'effondrerait. D'où la nécessité d'intermédiaires bancaires qui aujourd'hui garantissent qui possède quoi. Parce que Internet sans intermédiaire bancaire, nativement, techniquement, n'est pas capable de transférer des euros. Il n'est capable que de les copier. Donc la numérisation a achevé la transformation de la monnaie d'une marchandise vers une promesse, d'un travail passé vers un travail futur et hypothétique. Aujourd'hui, tout n'est que registre. On ne possède plus rien et les banques se chargent de tenir des registres de promesses. Et d'ailleurs, quand vous demandez un crédit à la banque crée de l'argent à ce moment-là, mais sur la base d'une promesse de travail futur de votre part pour rembourser le crédit. Donc c'est ça le cœur de la raison d'être de Bitcoin en 2009, c'est que pour la première fois, on sait faire un actif numérique, pas un passif numérique. Et le terme est particulièrement bien choisi par la loi française, il faut le souligner. Une marchandise rare, qui ne soit pas une promesse. Un bitcoin, ça représente du travail passé, c'est du minage, et c'est pas une promesse future. Donc c'est un actif qu'on possède soi-même, il est incensurable, et personne ne peut m'empêcher de dépenser mon bitcoin. Vous vous souvenez de ce que disait De Gaulle ? L'Europe, l'Europe, l'Europe. Bitcoin, 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 Alexandre Sachenko. Il n'y a pas que le Bitcoin dans l'univers des crypto-monnaies. On a vu le merge il y a quelques jours d'Ethereum. Est-ce qu'elle ne trouve pas ces autres cryptos grâce à vos yeux ? Si, bien sûr, mais ce que je dis, pour être très clair, toute tentative de crypto-monnaie qui ne permet pas l'incensurabilité est condamnée à devenir une copie inefficace de ce que fait déjà le système bancaire, c'est-à-dire de la tenue de registre, de la tenue de compte. C'est pour ça que justement l'évolution d'Ethereum après The Merge est devenue un sujet d'attention crucial. C'est pour ça que les décisions de l'OFAC sur Tornado Cash ont provoqué beaucoup d'émoi. C'est pour ça que les décisions, on en a parlé juste avant, de la SEC, en tout cas les annonces de la SEC, provoquent beaucoup d'émoi. Et pour en parler juste après, c'est aussi pour ça que le sujet de l'euro numérique relève surtout de la communication. L'euro numérique, enjeu de communication, il viendra interférer dans ces sujets de censurabilité de l'argent, l'euro numérique, on l'imagine. L'euro numérique, c'est pas qu'un enjeu de communication, en tout cas pas exactement. On fait beaucoup de bruit en fait sur un sujet qui n'est pas défini. On avait notre ami Albert Camus qui disait mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde.
L'euro numérique, il n'est pas nommé aujourd'hui. C'est une liste au Père Noël. Je sais que Valentin adore le Père Noël, mais désolé pour nos jeunes auditeurs, le Père Noël n'existe pas. Donc soit l'euro numérique relève de la tenue de registre, formidable, c'est ce qu'on appelle MNBC de gros. Et dans ce cas-là, ça ne change rien au système actuel, c'est de la tenue de registre. L'euro est distribué par les banques commerciales, elles s'accordent sur une tenue de registre. Soit c'est du MNBC de détail, dans ce cas-là, argent liquide numérique, c'est formidable. Cependant, il faut de l'incensurabilité. Et là, je mange mon chapeau si la BCE, en tout cas la bureaucratie européenne, est capable de sortir une solution numérique qui permette de faire un actif numérique incensurable, qui préserve la confidentialité et qui n'ait pas besoin d'une banque centrale. Amaury, ton collègue, vient nous apporter les dernières infos justement sur l'euro numérique. Comme chaque mercredi, salut Amaury, ravi de t'accueillir. Vendredi dernier, la Banque Centrale Européenne a dévoilé les 5 acteurs justement qui participeront à des travaux sur l'euro numérique. Amazon en fait partie, ce qui d'ailleurs fait polémique. Mais pour commencer Amaury, de quoi on parle quand on évoque, et Alexandre vient de le faire, l'euro numérique? Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Justement Guillaume, comme le disait Alexandre, aujourd'hui on ne sait pas grand-chose sur cet euro numérique. Les investigations ont commencé l'année dernière et la BCE ne sait pas vraiment sur quel pied danser. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, l'euro existe sous 2 formes. L'euro fiduciaire, donc les pièces et les billets, et l'euro scriptural, qui est sur les comptes bancaires. Donc c'est tout ce qui est chèque, virement, prélèvement et carte. Selon la Banque Centrale Européenne, l'euro numérique serait l'équivalent de l'euro fiduciaire, donc les pièces et les billets, mais sous forme dématérialisée. Si le projet voit le jour, chacun de nous pourra avoir accès à la monnaie de banque centrale à travers une banque commerciale, mais il y aurait un plafond de 3 000 euros numériques par compte. Toujours selon la BCE, l'euro numérique n'aurait pas vocation à remplacer l'euro fiduciaire et l'euro scriptural. On pourrait considérer l'euro numérique comme une crypto-monnaie ? Si l'euro numérique finit par reposer sur une blockchain, dans ce cas-là, ça pourrait se rapprocher d'une crypto, en tout cas d'un point de vue technique. Mais il faudrait aussi prendre en compte son niveau de décentralisation. Pour certains, une monnaie décentralisée, ça ne peut pas être une crypto-monnaie, et pour certains, une monnaie centralisée ne peut pas être une crypto-monnaie, et l'euro numérique serait lui centralisé, car émis par une banque centrale, en l'occurrence la BCE. Quel intérêt la BCE peut-elle trouver à lancer cet euro numérique ? C'est d'abord une question de contexte. Les moyens de paiement dématérialisés ont explosé ces derniers temps, surtout avec la pandémie de Covid-19. Et la BCE craint cet engouement pour les paiements dématérialisés, que ça profite aux crypto-monnaies privées, comme le Bitcoin par exemple. Il y a aussi eu l'initiative de Facebook, abandonnée depuis, qui souhaitait créer une crypto-monnaie stable. Puis il y a aussi la concurrence des autres banques centrales, la Chine avec le yuan numérique et les États-Unis avec le dollar numérique, par exemple. Même l'Inde, la roupie, je crois que c'est féminin, la roupie numérique. Quels seraient les avantages d'un euro numérique pour les citoyens, Amaury ? Pour commencer, déjà, des transactions plus rapides qu'avec un virement bancaire. Les transactions entre 2 wallets numériques devraient être instantanées, alors qu'aujourd'hui, les transferts bancaires peuvent parfois prendre plusieurs jours. Ça pourrait aussi améliorer la sécurité. Si l'euro numérique utilise la technologie blockchain, alors l'argent déposé sur un compte numérique à la BCE pourrait être potentiellement plus sécurisé que dans une banque traditionnelle. Ensuite, ça pourrait permettre d'aider à stabiliser le pouvoir d'achat des consommateurs en prévenant plus facilement les risques d'inflation. La BCE pourrait évaluer plus précisément la masse monétaire en circulation et même brûler des tokens pour la réduire si besoin. Et on pourrait même imaginer des smart contracts qui adapteraient automatiquement la masse monétaire en circulation à la situation. Et même avec ça, les citoyens seraient vraiment, forcément gagnants d'un euro numérique ? En tout cas, là où ils pourraient être perdants, c'est du côté du respect de la vie privée. Sachant que votre compte d'euro numérique... On n'a rien à cacher, nous, Amaury. Oui, mais bon, sachant que votre compte d'euro numérique sera directement lié à votre identité, la BCE aura potentiellement accès à toutes vos transactions. Donc, on peut imaginer que l'État et d'autres entités aussi. Et en allant plus loin, on pourrait même imaginer que l'État, s'il le souhaite, interdise certains types d'achats à certains citoyens. Donc, l'euro numérique pourrait, dans une certaine mesure, étendre le pouvoir des banques centrales et de l'État sur la population. Alexandre, s'il advient l'euro numérique, il sera peut-être incensurable ? Non, l'euro numérique, s'il advient, ne sera pas incensurable. C'est une évidence. Il ne sera pas du cash numérique et il est dangereux parce que quand on parlait de brûler des tokens, quand on parlait d'empêcher certaines choses, il ne sera pas fait sur de l'argent inventé, il sera fait sur l'argent de quelqu'un et ce sera a priori le vôtre. En tout cas, c'est ce qui est prévu en Chine. Et dernier élément, la Banque du Japon a arrêté son projet de yen numérique cet été parce que précisément, ils sont arrivés à la conclusion que le système actuel fonctionnait déjà bien. Et Valentin, à propos de l'euro numérique, donc la BCE a dévoilé vendredi dernier la liste de ses partenaires. L'un d'eux fait déjà polémique. Oui, alors c'est effectivement dans tous les débats et les interrogations qu'on a, cette souveraineté numérique et cette souveraineté économique pour l'Europe, qui a été remise en cause déjà avec le stablecoin émis par une entité américaine. Et là, il y a quelques jours, effectivement, une nouvelle
information émanant de la BCE a fait peur à l'écosystème et à la souveraineté européenne, c'est que Amazon est dans la shortlist en fait des gens qui vont, enfin des entreprises qui vont travailler sur ces sujets-là, notamment sur tout ce qui touche au front-end en fait, donc à l'environnement entre le dialogue entre le consommateur et la solution finale. Alors, il y a 5 personnes sur cette liste finale sur 54 propositions. 4 d'entre elles sont bel et bien européennes, mais c'est vrai que voir Amazon arriver dans ce classement alors qu'on a toutes ces problématiques de souveraineté et que ça touche déjà à des problématiques de vie privée, ça n'a pas aidé les choses pour ce qui est de la monnaie numérique de Banque Centrale Européenne. Nos 3 Jedi de la crypto aujourd'hui, merci à tous les 3 de nous avoir accompagnés sur ce club BFM Crypto. Alexandre Stachenko, directeur blockchain et crypto pour KPMG France. Merci. Bon, ça va Alexandre ? Très bien. On espère vous retrouver bientôt. Mais oui, une fois par mois désormais à nos côtés. Valentin Demey, journaliste pour Cryptos, chaque semaine à nos côtés. Et Amaury de Tonquédec, bien sûr, chaque mercredi. Et qui prépare Amaury l'ensemble de cette émission BFM Bourse, jour après jour, du lundi au vendredi, 3 heures de direct. Amaury qu'on retrouvera donc mercredi prochain pour un nouveau club BFM Crypto. Salut à tous les 3. Le CAC 40 est toujours en hausse. On tient notre cap. On l'affirme même ce cap. On gagne 0,8%. On s'en reparle dans une poignée de secondes juste après la pause. On est à maintenant 3 heures de la décision de la Réserve fédérale américaine. On s'en reparle dans un instant. À tout de suite. BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.